Bonjour, écoutez, bienvenue sur la présentation du Bac Pro MV, marchandisage visuel. Il s'agit d'un bac professionnel artisanat et métier d'art. Et pour présenter à peu près présenter la section, je vais renvoyer une petite vidéo que je vais commenter en même temps avec Madame Toraval, ici présente. Ah, j'ai oublié de me présenter, je suis Monsieur Gilbert, je suis professeur d'art appliqué et je suis avec Madame Toraval, professeur de français et d'anglais. Bonjour, c'est bien cela. Bienvenue à tous et n'hésitez pas à poser des questions en parallèle sur le chat et nous pourrons vous y répondre par écrit également. Alors, petite introduction, le métier de marchandiseur visuel, quel est son rôle? Son rôle est de mettre en valeur les produits dans des espaces commerciaux tels que les boutiques, grands magasins, grandes surfaces et surfaces spécialisées. La mise en avant des produits, c'est être capable d'organiser les produits dans un linéaire, d'être capable de faire des têtes de gondole, de faire des podiums, de faire des tables de présentation, de faire des vitrines. Bref, tout ce qui concerne la scénographie des produits dans un espace commercial. Voilà. C'est pas automatiquement un travail de concepteur puisqu'on peut être amené aussi à adapter et interpréter des préconisations d'installation, mais la plupart du temps, il y a une partie créative dans cette mise en scène. Pour pouvoir être un bon marchandiseur visuel, hein, il faut savoir évidemment dessiner pour exprimer ses idées. En l'occurrence, en seconde, on commence par des apprentissages de techniques plastiques traditionnelles telles que la perspective, les techniques de mise en couleur, on appelle ça des roughs, qui sont des croquis qui peuvent être soit très rapides, soit aboutis, permettant de visualiser les intentions de mise en scène. Là, on est plus sur un exercice d'architecture intérieure, mais qui pourrait correspondre à, je dirais, des mises en avant et des thématiques, des atmosphères qu'on peut faire dans des magasins, par exemple, d'ameublement. Euh, pour la seconde, il n'est pas nécessaire de savoir dessiner, mais d'avoir des aptitudes au dessin. Et ils sont là, évidemment, pour apprendre, je dirais, à s'exprimer par le dessin, s'exprimer et analyser aussi, je dirais, les demandes qu'on est amené à faire en mise en scène, c'est-à-dire trouver des thématiques, chercher des références visuelles. Tu vois pas? Pardon, excusez-moi. Alors, je me suis pas mis en partage. Excusez-moi. Je suis parti trop vite. Voilà. Je te voyais pas. Voilà. Est-ce que vous me voyez maintenant? Oui. Oui, oui, on vous voit. Vous me voyez? Pardon, je suis parti trop vite. J'ai obligé de faire le partage d'écran. Je vais remettre la vidéo un peu au début. Ceci dit, vous avez entendu déjà les informations. Donc, en seconde, on est sur l'acquisition de techniques plastiques de base et d'expression par le dessin et par le graphisme. Donc, ça passe évidemment par ces représentations de croquis. On appelle ça des ROF, nous, aboutis ou non. Là, en l'occurrence, il s'agit de dessins d'archi intérieur, mais qui pourraient correspondre à des propositions d'installation d'atmosphère dans des magasins d'ameublement. On est amené à faire et à réaliser des planches tendances pour essayer de déterminer, je dirais, la thématique avec des références, je dirais, de couleurs, de textures, de matières et d'images. Et à partir de ça, c'est un exercice qui est fait en seconde sur le principe de proposer une table pour les arts de la table sur, en l'occurrence ici, un pique-nique bucolique. Vous avez aussi en parallèle des apprentissages, je dirais traditionnels, les apprentissages numériques, c'est-à-dire être capable aussi sur des logiciels de faire ce qu'on appelle des planches tendances. Ici, vous avez par exemple l'aboutissement d'une recherche sur les arts de la table, sur le thème de l'école buissonnière, avec un menu, des éléments faisant référence
à l'école. Des exemples encore de planches tendances, mais là fait d'une manière informatique, avec le résultat. Les apprentissages passent aussi par la connaissance et la maîtrise de la représentation du corps humain, puisque c'est une référence qui est importante dans les vitrines, avec l'utilisation que l'on peut faire aussi des mannequins. Là, il s'agit de propositions de vitrines. En première, les choses deviennent plus sophistiquées en termes de recherche. Il s'agit ici de concevoir des publicités sur le lieu de vente, on appelle ça des PLV, en l'occurrence là c'était sur la thématique du parfum, thématique utilisée conjointement avec l'enseignement général. Un bac professionnel, c'est autant d'enseignement professionnel que d'enseignement général. Hein, les deux sont liés étroitement et il n'y a pas de création ou d'analyse possible professionnelle sans une très bonne culture générale. Il faut avoir la capacité aussi d'expliquer ses intentions, ses choix. En l'occurrence, ici, il s'agit de rechercher une PLV pour un parfum. Ça passe par des planches d'analyse sur une marque, sur la communication de la marque, de propositions, de réalisation, en essayant de trouver aussi des solutions techniques, de mixer parfois le dessin et la typographie, avec quelques notions de mise en page, de maîtriser aussi, je dirais, des photomontages pour visualiser ce que pourrait donner la PLV en finale, pour pouvoir caler des intentions et des représentations. Ici toujours, encore d'autres problématiques de PLV, peut-être un peu moins abouties mais intéressantes sur une marque de bière parfumée ou aromatisée. Ça peut passer par des PLV sur des boîtes de sardines, voilà, avec plusieurs produits présentés dans la PLV. Donc, évidemment, tout ça se fait d'une manière traditionnelle ou informatique. En terminale, évidemment, la conception est de plus en plus privilégiée, ce qui n'exclut pas quand même la réalisation de vitrines. Alors, cette année, c'était un peu particulier puisque la journée porte ouverte se fait en virtuel. Et ici, vous avez les intentions que nous avions avec les terminales de réaliser une exposition de nos vitrines sur la promotion de produits cosmétiques bio. Donc, on est ici sur, évidemment, des maquettes, des vitrines. Voilà un exemple de vitrine réalisée. Et ces vitrines devaient être mises en scène dans une salle. Voilà, des intentions d'organisation. Bien sûr, tout ça, on anticipe les poursuites d'études après un bac pro vers des formations supérieures où là, on est principalement sur la conception des espaces. Un bac pro est un réalisateur. Quand on passe dans le supérieur, on devient un concepteur. Donc, les process de conception sont déjà initiés en bac professionnel en ce qui concerne évidemment la scénographie commerciale. Encore d'autres exemples de vitrines. Tout ça, évidemment, est synthétisé par des planches d'analyse des produits, des planches de questionnement et d'hypothèses, je dirais, de solutions pour faire, je dirais, la mise en scène et qui va évidemment aboutir par la suite par la réalisation d'une maquette finalisée dans laquelle tous les paramètres qu'on va retrouver dans une vitrine classique sont réunis, tels que la mise en scène, le produit, l'éclairage, les informations de communication, jusqu'à l'étiquetage, c'est-à-dire le prix du produit. D'autres vues là d'intention et d'autres maquettes encore, d'autres propositions, même si on est sur la même marque, tout est varié dans les propositions. Vous avez un aperçu de la JPO de l'année dernière, sur lequel la thématique était la mise en avant d'une tablette de chocolat de chez Nestlé, l'atelier, avec une thématique qui était sur le fantastique. Où là, toutes les vitrines sont mises en lumière, présentées, organisées. Là, vous avez des vitrines, par exemple, de premières qui ont travaillé sur la bijouterie,
en choisissant eux-mêmes une marque. Voilà, on essaye de retrouver, je dirais, l'esprit de présentation des vitrines qu'on peut trouver dans une galerie commerciale, dans un magasin, dans un grand magasin. D'autres travaux encore, toujours sur l'atelier du chocolat. Des travaux parfois plus minutieux. Ici, il s'agissait de travailler sur Munich, voyage pédagogique organisé l'année dernière pour les premières. En ce qui concerne les voyages, il faut savoir que nous essayons de faire au moins un voyage en seconde à Paris pour voir les grands musées et un voyage à l'étranger en première, évidemment, quand les conditions sanitaires nous le permettent. Vous avez ici le programme de la formation et je vais laisser la parole à Madame Toraval qui va nous commenter ce merveilleux diagramme. Oui, bonjour à tous les participants. Donc sur ce graphique, vous voyez donc la répartition des enseignements dans la section marchandisage visuel. Vous voyez donc sur la gauche qu'une large part du programme est liée aux enseignements professionnels et artistiques qui regroupent différentes matières telles que le graphisme, la mise en scène de produits et autres. Et toute l'autre grosse partie consiste en l'enseignement général. Donc vous avez toutes les matières que vous connaissez déjà au collège, hein, l'anglais, l'histoire géo, le français, mathématiques, sciences physiques, EPS, et se greffe à ces matières générales déjà connues de l'éco-gestion et prévention santé environnement, qui sont des matières liées surtout à l'environnement professionnel pour que nos futurs élèves de bac pro, quand ils vont être en situation professionnelle, aient des notions de gestion, d'économie et puis sachent aussi ce que sont les consignes de sécurité dans une entreprise, les choses à devoir respecter. Donc toutes ces matières générales, bien sûr, sont très très importantes puisque elles donneront toutes lieu à une notation pour l'examen final en terminale. Certaines d'entre elles seront en contrôle continu de formation, mais d'autres seront en examen ponctuel, comme l'anglais, l'histoire-géographie et le français. Les autres sont en contrôle en cours de formation, ce qui m'amène à préciser que le travail doit être forcément régulier, puisqu'on ne peut pas prendre le risque sur l'année d'avoir des résultats trop faibles, puisque la plupart des matières sont évaluées sur les résultats de l'année en cours. Donc, il faut vraiment insister sur le fait que le travail doit être régulier dans toutes les matières, hein, qu'elles soient professionnelles ou générales. Le but étant que chaque candidat, à l'issue de son bac, ait des compétences professionnelles, mais puisse aussi se démarquer grâce à sa culture générale. À compétences professionnelles égales, la différence sur un recrutement, que ce soit pour de l'enseignement supérieur ou un recrutement dans le monde de l'emploi, se fera justement sur un esprit de curiosité, sur des connaissances en dehors du métier. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le lien qu'on fait d'une matière à une autre. Bien souvent, les projets artistiques ont une répercussion sur des matières générales ou vice-versa. Un professeur de français peut avoir envie de traiter tel auteur qui parle, par exemple, du parfum. Eh bien, certains professeurs d'enseignement pro rebondiront sur cette idée de parfum pour demander des activités liées à, comme ce que vous avez vu dans les vitrines, sur des parfums ou autres produits. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait que toutes les matières, quand on arrive en bac pro, sont très importantes. On ne choisit pas ce bac pro parce qu'on aime dessiner, parce qu'on aime créer, bien sûr, oui, mais pas que ça. Il y a quand même une grosse partie de la semaine où l'élève sera en matière générale. Voilà, j'en profite pour vous proposer, si vous le souhaitez, de poser des questions soit en réactivant votre micro, soit en utilisant le chat de cette réunion. Donc, je redonne la parole à Monsieur Gilbert et n'hésitez pas à nous poser des questions.
Merci. J'insiste aussi sur, il n'y a pas de création professionnelle sans culture générale. Donc c'est pour ça que les deux sont étroitement liés. D'autant plus que, à l'heure actuelle, trouver un emploi à la sortie d'un bac professionnel n'est plus d'actualité. Il faut automatiquement poursuivre par des études supérieures, plus ou moins longues, mais il faut, dans ce cas-là, faire la différence avec la culture générale. Donc la culture générale, elle est primordiale pour la poursuite des études. Hein, si on veut parler de poursuite d'études, à moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas. En poursuite d'études, les meilleurs élèves de Bac Pro, c'est-à-dire qui ont les meilleurs résultats, là, évidemment en professionnel et surtout en enseignement général, pourront espérer poursuivre des études dans des formations type DNMAT, Diplôme national des métiers d'art et du design, dans parfois la même spécialité comme l'événementiel et la scénographie commerciale, hein, espace de communication pour être exact, pourront être recrutés dans ces DNMAD si leurs résultats sont de qualité. Alors, on peut aussi faire des poursuites dans la même spécialité, dans des formations dispensées par les écoles consulaires, c'est-à-dire qui dépendent des chambres de commerce, comme un bac+2 de marchandiseur visuel qui mène ensuite par une troisième année, grade licence, de responsable marchandiseur visuel, dans lequel là, on peut trouver un emploi dans le domaine sans trop de Je difficultés. viens de voir que Élise ou Valérie Desmar tout à l'heure a levé la main, donc j'imagine que Oui, c'est une on vous question. écoute. Allez-y. Donc il faut que vous activiez votre micro. Voilà, je vous écoute. Bonjour. Justement, on se posait des questions avec Élise, qui est donc ma fille. Oui. Des questions autour du, justement, la poursuite des études. Moi, en tant que parent, j'avais aussi une question autour de est-ce que le bac, ce bac pro, implique la réalisation en réel ou pas par la suite des scènes, hein, qui sont travaillées, ou est-ce que ça fait partie d'un processus d'études supérieures, hein, ou pas du tout? Les réalisations que vous avez vues, les vitrines, là, sont Oui. faites par des élèves de bac pro sur leurs heures d'enseignement professionnel. Et donc, sur le terrain, ils auront aussi des périodes de stage où ils pourront mettre en pratique ça dans des entreprises. D'accord, hein. D'accord, très bien. Ils ont justement au sujet des stages, sur leurs 3 années de formation, il y a 22 semaines de stage sur les 3 années, dont les 4 premières se passent le dernier mois de la seconde. Tout le mois de juin de la classe de seconde, tous nos élèves partent en stage pour mettre en pratique les compétences acquises sur l'année de seconde. Et après, ils ont, sur les années de première et terminale, le reste de toute leur période de stage. Voilà, exactement. Voilà. On est en tout petit comité, je crois. Oui, 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 mais c'est très bien. Profitez-en. Allez-y, continuez. On se posait aussi la question des entreprises. Je suppose que toute entreprise peut, à un moment donné, solliciter des professionnels. Vous m'excuserez, je n'ai pas le vocabulaire, parce qu'on découvre tout ça avec Élise, sur le marchandisage visuel. Donc, je suppose que on va dire, la demande est très large, en fait, en termes de... Alors, au niveau des stages, c'est relativement facile d'en trouver. Alors, des stages où on fait que du marchandisage visuel, moins. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter aussi de faire un peu de vente, mais le marchandisage visuel fait partie du commerce. Et donc, il y a souvent une personne qui est un peu plus spécialisée dans les petites structures pour le faire. Dans les grandes structures, c'est totalement, je dirais, validé, et vous avez toujours un responsable du marchandisage visuel qui existe, voire même dans certaines structures, comme à Nantes par exemple, Maison du Monde pour ne pas les citer, ils ont leur showroom dans lequel ils expérimentent leur mise en scène pour leur magasin, et ce showroom se trouve à Nantes. Donc, nos élèves peuvent aller faire des stages dans ce showroom et ensuite aller expérimenter dans les magasins de Maison du Monde de la région nantaise ou d'autre part d'ailleurs.
Donc, c'est un métier à part entière. Et là, il est relativement quand même facile pour nous. On a moins de difficultés qu'en communication graphique de trouver des stages. Voilà. La mise en scène des produits est primordiale à l'heure actuelle dans les structures commerciales. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mise en avant du produit, il n'y a pas de vente du produit. Très peu. Ou d'une manière difficile. Donc, pour trouver les stages, on n'a pas trop de difficultés dans notre domaine. Et on a eu quand même, avec la crise sanitaire, un peu de chance que les commerces soient à peu près ouverts et ils ont pu accepter nos élèves en stage. Je vois qu'Apolline Hamon aurait sans doute une question également. Allez-y. Apolline, si vous voulez activer votre micro, qu'on vous entende. Oui, bonjour. Bonjour. Le papa d'Apolline. Petite question suite au stage donc, de juin 2022. S'il y a, quelle est la possibilité pour l'élève de pouvoir continuer sur un petit contrat saisonnier pendant les vacances de juillet et août? Est-ce que les âges des enfants, c'est possible ou pas? Comment ça se passe? Alors, ça dépend des âges et ça dépend des structures. D'accord. Et surtout des professionnels qui acceptent ou non, ou qui ont envie de prendre, je dirais, pour des emplois saisonniers, les gens. Normalement, la règle, c'est qu'il faudrait être majeur. Donc 18 ans. Voilà, il faut avoir 18 ans. On a des. Alors, il y a un peu d'assouplissement maintenant, mais certaines entreprises, comme Ikea, pour ne pas la citer, acceptaient uniquement des stagiaires de 18 ans. Maintenant, ils acceptent des élèves mineurs à partir de 16-17. D'accord. Voilà. Mais pour les emplois saisonniers, oui, parfois, c'est une opportunité qui est proposée à certains élèves. La question était parce qu'en fait, si pendant ce stage, il commence un projet avec une entreprise et que le projet n'est pas fini à la fin du stage, voir justement si c'est la possibilité de le continuer ou pas sur un. Après, c'est l'entreprise qui est C'est seule. l'entreprise qui décidera, tout à fait, mais c'était par rapport à l'âge surtout de l'enfant. Voilà, ça dépend de l'entreprise. Ouais. Et puis ça dépend du projet. Alors il nous arrive aussi d'accepter des stages supplémentaires. Dans ce cas-là, c'est des conventions que l'on fait, à condition que l'établissement soit ouvert pendant ces périodes scolaires. Si l'établissement est fermé, c'est les grandes vacances par exemple, il n'est pas possible de faire des conventions de stage. Okay. Si l'établissement est ouvert, c'est une possibilité qu'on a. D'accord. Donc ce qui veut dire plutôt pour les vacances intermédiaires. Pour les vacances intermédiaires, exactement, ouais. D'accord. C'est des choses qui arrivent. Mais la plupart du temps, quand on le fait, c'est soit il y a une volonté d'une poursuite d'études dans ce domaine ou dans une spécialité, ou c'est plutôt une récupération due à des problèmes de santé dans lequel l'élève n'a pas pu faire le stage. D'accord. Eh bien, merci pour votre réponse. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, je vois que Élise ou Valérie ont relevé la main, donc on vous écoute. Bonjour, je suis Élise et j'aimerais savoir ce que veut dire accompagnement personnalisé. Alors, accompagnement personnalisé, c'est un global horaire qui est réparti de manière différente selon les besoins, selon les sections, durant lequel justement il y a une partie qui est faite pour vous aider en tant qu'élève dans votre démarche de recherche de stage, puisque c'est l'élève qui doit faire les démarches de contacter les entreprises. Donc là, il y a une partie de cet accompagnement, qui est dédiée à cette formation, à cette aide. Et l'accompagnement personnalisé peut être d'autre part lié à d'autres matières, des matières générales pour compléter du cours, pour faire des révisions, pour travailler en petits groupes, pour préparer à des événements ponctuels. Donc voilà, c'est un global horaire qui peut être utilisé de manière différente selon les besoins et ça peut être évolutif au cours de l'année, mais ça fait partie intégrante de l'emploi du temps. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. A-t-on d'autres questions? Oula, il y a des micros ouverts.
Ben, Oui. c'est toujours les mêmes. Écoute, C'est pas grave. On se posait aussi des questions sur les prérequis à l'issue de la troisième. Quelles étaient, vos attentes sur les élèves voilà, qui se candidateraient sur ce type de bac? eh bien, sur ce qu'on attend, c'est que le candidat soit donc déjà d'un niveau qui lui permette d'avoir suffisamment de connaissances et d'en acquérir des supplémentaires. Donc, on étudie tous les dossiers scolaires des candidats qui postulent, hein, donc les bulletins scolaires. On est en général deux professeurs, un professeur d'enseignement professionnel, un professeur d'enseignement général. Nous étudions un certain nombre de dossiers et puis on les trie, on évalue si on pense que tel ou tel candidat a un profil qui pourrait justement intégrer cette formation. Donc on est très attentif à l'attitude en classe à travers les remarques émises par les professeurs de troisième. Donc une attitude attentive, une attitude travailleuse en classe. Et puis, le niveau scolaire, bon, on s'attarde, je dirais, plus aux aptitudes, au comportement qu'aux notes en elles-mêmes, puisqu'on sait que d'un établissement à un autre, il peut y avoir des différences au niveau des évaluations si elles sont chiffrées. Mais voilà, donc on s'attend à des gens curieux, à des gens courageux, à des gens attentifs et à des élèves qui montrent leur envie de progresser et de découvrir beaucoup de choses, aussi bien culturellement que professionnellement. Donc une belle ouverture d'esprit, ça compte beaucoup. Du travail d'équipe, je suppose aussi, enfin, une aptitude à pouvoir travailler avec d'autres. Hein. Oui, ça en général, on a très peu de visibilité là-dessus sur les bulletins de troisième, donc ça on le découvre quand on les a en face. Parce que sur les bulletins de troisième, le travail en équipe n'est pas vraiment évalué, hein, il y a très peu de remarques là-dessus. Donc, mais effectivement, oui, ça peut être important puisque en classe, ils peuvent avoir à travailler sur des projets en équipe. Mais bon, il y a quand même beaucoup de travail individuel. Hein, si vous avez vu dans la vidéo, chaque élève construit sa vitrine, chaque élève fait sa planche tendance. Il y a quand même aussi du travail individuel qui peut se faire, bien sûr, dans l'échange après des pratiques des uns et des autres. Et à quoi correspond tout ce qui est la matière autour de l'éco-gestion? Alors, éco-gestion, c'est toutes les notions de base qui permettent aux élèves de comprendre comment fonctionne une entreprise, qu'est-ce qui régit une entreprise, quelles sont les lois à connaître en tant que salarié, que stagiaire, tous les droits du travail, etc. Donc, c'est vraiment une approche de l'économie-gestion de l'entreprise. Qui gère quoi dans une entreprise, qui s'occupe de faire les bulletins de salaire, comment sont réglementés certains postes de travail. Donc voilà, des notions importantes puisque c'est un bac, comme son nom l'indique, professionnel, où les jeunes auront des compétences à acquérir là-dessus. Alors, je rajouterais simplement au niveau des conditions pour rentrer chez nous, c'est principalement d'avoir des aptitudes au graphisme, parce que c'est un vecteur qu'on utilise beaucoup pour exprimer nos idées, des aptitudes et non une maîtrise, puisqu'ils sont là pour apprendre. Donc voilà. Et puis surtout une connaissance la meilleure possible, je dirais, du métier vers lequel on tend. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de désillusion sur le métier de marchandiseur visuel. On n'est pas une formation d'architecte d'intérieur, même s'il y en a beaucoup qui veulent le faire. On utilise des compétences qui sont très souvent similaires à ce qu'on pourrait demander en architecture d'intérieur, mais notre propos, c'est la scénographie commerciale. Alors, rien n'empêche, après un bac pro, d'aller se diriger vers ce genre de formation, mais en aucune manière, on est une formation de décorateur d'intérieur. Ça serait beaucoup trop tôt, d'ailleurs, en termes de maturité, de sortir avec un tel métier. Mais marchandiseur visuel n'est absolument pas incompatible avec le métier de décorateur d'intérieur, même si les débouchés de décorateur d'intérieur sont très difficiles, on a beaucoup de choses similaires. Voilà, c'était un petit complément d'information. Il y a des gens qui lèvent la main encore.
Oui, oui, oui. Et j'ai dans le chat des personnes qui sont arrivées un petit peu après les autres et qui voudraient savoir si on pourrait revoir des exemples de projets d'enseignement Et professionnel. ben, Donc, tout en parlant, je vais relancer la vidéo c'est ce qui que j'ai. présente un peu l'ensemble des travaux qu'on réalise à la fois en seconde, première et terminale, hein, travaux plutôt d'apprentissage de techniques plastiques de base et de représentation en perspective, et des travaux de réalisation de publicité sur le lieu de vente et de vitrine. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la vidéo à nouveau? Oui, parce que tout à l'heure, je n'ai pas été très bon. Oui, c'est bon. Très bien. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Hein, si je résume, il y a du travail traditionnel sous la forme de dessin, de croquis, plus ou moins aboutis, de travaux qui sont réalisés en infographie, de travaux réalisés en réel, comme ces tables, d'approches sur la représentation du corps humain en référence à des installations dans des vitrines, de travaux de PLV sur des thématiques comme le parfum. Hein. Je rappelle que enseignement général et enseignement professionnel sont étroitement liés. Et donc, la problématique, par exemple, du parfum est en même temps utilisée dans des matières d'enseignement général telles que le français. Voilà. Quand on travaille des plans ou des vues, je dirais en perspective, on travaille aussi en rapport avec, par exemple, les cours de maths ou de sciences. Les sciences peuvent aussi être en rapport avec les matériaux. Donc, il y a beaucoup de choses en parallèle, hein, et de projets qui sont le plus commun possible. J'ai une question ici sur le type d'entreprise d'accueil pour les stages. Donc, Boutique, grand magasin, grande surface spécialisée, c'est-à-dire les jardineries, les magasins d'ameublement. En fait, toute surface commerciale dans laquelle il y a des ventes de produits et dans lequel il faut mettre en avant les produits. Bien sûr, les magasins de vêtements font partie évidemment du marchandisage visuel avec l'installation des vitrines, des mannequins, mais c'est aussi l'espace intérieur de ces espaces. On peut aussi faire des stages dans les showrooms de grandes marques, c'est-à-dire là où on imagine la scénographie des intérieurs des magasins, l'organisation des produits dans les linéaires, l'organisation des produits sur les tables, sur les podiums et sur les vitrines. Hein. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de Maison du Monde dans lequel il y a un showroom, dans lequel on va simuler l'intérieur d'un magasin pour voir et imaginer comment les nouveaux produits vont être présentés, installés, pour ensuite faire ce qu'on appelle des préconisations d'installation qui sont ensuite diffusées dans tous les magasins de la chaîne, dans lequel des marchandiseurs vont faire la mise en scène. Voilà, donc même une petite boutique a aussi, je dirais, intérêt à mettre en scène ses produits. Donc on peut se retrouver parfois chez un indépendant qui a une réelle envie de mettre en avant ses produits et qui fait appel à des marchandiseurs visuels indépendants ou parfois c'est un des collaborateurs qui s'occupe de cette tâche. Voilà. ce qui répond en partie à une autre question qui vient d'être posée sur les débouchés. Donc, les métiers vers lesquels ce bac pro débouche, pas forcément juste après le bac pro, mais dans la poursuite d'études, sont les métiers d'étalagiste, hein, de décorateur étalagiste, de marchandisage visuel et d'agenceur. Donc, ça peut être aussi des mises en place de salons, ça peut être étalagiste pour faire les vitrines liées à une chaîne de magasins. Monsieur Gilbert va vous donner sans doute plus de... Oui, en fait, dans le métier, on utilise plusieurs termes. C'est vrai que chez Ikea, on appelle ça des agenceurs. Dans d'autres magasins, on va appeler ça des visual merchandisers, des marchandiseurs visuels dans d'autres, ou encore l'ancien terme du métier qui était décorateur étalagiste. Mais décorateur étalagiste, en fait, on l'utilise plus puisqu'on parle de marchandisage visuel, qui est un métier à part entière, qui est, je dirais, la science de mettre en scène les produits pour pouvoir optimiser les ventes. Voilà.
Donc, le marchandiseur visuel travaille de concert avec les vendeurs, je dirais, du magasin ou de l'espace commercial. Voilà. Le terme marchandiseur visuel est beaucoup utilisé dans les annonces pour les emplois. Alors, il est exact, par contre, qu'en sortant d'un bac professionnel, même si les bacs professionnels étaient des bacs d'insertion professionnelle, ça ne l'est plus depuis quelques années, il faut maintenant avoir au minimum un bac plus 2 pour trouver un emploi. Et c'est pour ça qu'on va trouver maintenant des formations de marchandiseur visuel dans le supérieur, bac plus 2, voire même bac plus 3 de responsable marchandiseur visuel, qui peuvent se faire d'ailleurs en alternance dans les écoles consulaires, c'est-à-dire qui dépendent de la chambre de commerce. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Bonjour. Est-ce que le fait dans ce bac professionnel d'être aussi spécialisé dans le marchandisage visuel permet quand même d'aller en études supérieures vers un DNMAID ou une école d'art graphique ou X? Sans aucun problème, je dirais, sur le papier. On est dans le domaine des arts appliqués, même si on est dans un domaine hyper spécialisé, ça n'empêche pas de s'ouvrir dans le supérieur. La condition sine qua non du supérieur, c'est surtout la culture générale et l'enseignement général. Donc, un bac professionnel, puisqu'il y a quand même 22 semaines de stage sur les 3 années, ça fait 22 semaines de moins d'enseignement général. Donc, il faut vraiment avoir un très bon dossier en enseignement général. Pour vous donner une idée, il faut à peu près avoir 15 de moyenne, à peu près 15 de moyenne à la sortie d'un bac pro pour pouvoir poursuivre dans un DNMAD. Voilà. Puisqu'on va principalement en DNMAD voir la capacité du candidat à poursuivre, je dirais, un travail dans ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire français, philo, sciences et aussi les matières scientifiques, mais qui sont plutôt axées sur les matériaux après dans les DNMAD. Donc, les bons élèves qui ont une aspiration à aller vers la conception, je dirais, vont pouvoir évidemment poursuivre dans un DNMAD, quelle que soit à la rigueur la spécialisation, puisque maintenant les DNMAD sont ouverts à n'importe quel type de bachelier, avec ou non une expérience dans le domaine des arts appliqués. La force d'un bac pro, c'est qu'il connaît déjà certaines techniques d'art appliqué et ils ont déjà une initiation au process de conception. Même si tout était très encadré en bac pro, ils ont quand même cette connaissance. Donc les faiblesses qu'ils peuvent avoir en enseignement général sont compensées par les acquisitions qu'ils ont en enseignement professionnel. Voilà. Et donc, si on veut, en sortant d'une formation de marchandiseur visuel, devenir graphiste, par exemple, ou travailler dans la communication visuelle, c'est tout à fait possible. Hein, c'est une question d'envie. La présentation que vous avez là actuellement sur la répartition des 32 heures de cours sera exactement la même sur la seconde, la première et la terminale? Parce que je vois, il n'y a pas de philo, justement, il n'y a pas de bac de philo. Ah non, bah, c'est justement ce qui fait la différence. Il n'y a pas de deuxième langue vivante, par exemple, aussi. Oui, il n'y a pas d'espagnol. Voilà. L'allemand. Il n'y a qu'une seule langue. C'est pour ça qu'en DNMAD, on va prendre principalement les très bons élèves qui ont prouvé qu'ils sont capables de bien assurer sur un enseignement, je dirais, général un peu restreint, pour laisser la place à l'enseignement professionnel, bien sûr, qui sont capables de tenir le choc, je dirais, en DNMAD, dans le supérieur. Voilà. La marche existe. Mais alors, je vous parle parce que j'interviens en DNMAD aussi, et en DNMAD, les bacs pros sont beaucoup plus à l'aise dans les ateliers, un peu moins dans ce qui correspondrait à l'enseignement général, mais ils arrivent finalement à bien s'en sortir parce qu'ils arrivent à aboutir sans trop de problèmes leur projet. Okay. Voilà. À contrario d'un bac général qui, lui, aura peut-être moins de difficultés à appréhender la conception, mais qui aura beaucoup plus de difficultés à la finaliser. Le bac de français a lieu dans la même forme qu'un bac général, c'est-à-dire qu'en première, il y a le bac de français? Non.
Non, je laisserai pas la parole à Mme Toraval qui va vous expliquer ça. Non, non, le français en bac pro se prépare sur 3 ans avec une épreuve finale en terminale jusqu'à maintenant, mais la réforme du bac pro n'étant pas encore arrivée en classe de terminale, on ne saura qu'à la rentrée prochaine quelle forme ça prendra. Mais il n'y a pas d'épreuve de français en première. Le français en bac pro se travaille sur des objets d'études chaque année, donc 3 en seconde, 2 en première et 1 en terminale, et avec jusqu'à maintenant une épreuve finale en terminale, ainsi qu'en histoire géo et ainsi qu'en anglais. Mais il n'y a pas du tout les mêmes épreuves qu'en bac général. Ok, merci. Je t'en prie. En fait, le bac pro était un peu en avance sur les réformes parce que tout se fait en contrôle continu, en cours de formation. 80% du bac est obtenu par ce biais. Il reste quelques épreuves ponctuelles en enseignement général et en enseignement professionnel. Donc là, j'ai une question sur le nombre de demandes et le nombre de places. Donc, dans la section bac pro marchandisage visuel, nous accueillons 18 élèves. Et les demandes sont effectivement très nombreuses puisque chaque année, on reçoit, si je ne m'abuse, une centaine de dossiers. À peu près, oui. Voilà. Donc effectivement, les dossiers sont étudiés de manière très, très minutieuse pour affiner notre recrutement, pour essayer de donner leur chance aux candidats qui nous paraissent le plus motivés et dont le profil nous paraît le plus adapté à cette section. Petite question au niveau de l'outil de travail. Oui. On avait visité nous l'année dernière votre établissement, la porte ouverte. On avait vu que vous aviez beaucoup, enfin c'était principalement du Apple. Oui. Voilà. Donc comment ça se passe à la maison? Je veux dire, si nous on n'a pas de matériel Apple, au niveau s'il y a du travail personnel à faire. Il n'y a aucun souci. Nous, le choix d'Apple, c'est parce qu'on a des formations de graphistes et que dans l'agence de communication, ils utilisent beaucoup ce support. Ouais. Maintenant, les logiciels qu'on utilise, qui sont le pack CC, est autant compatible sur un PC que sur un Mac. D'accord. Il n'est pas nécessaire d'avoir un Mac pour travailler dans le domaine. Il n'y a pas de souci. Alors, d'autant plus que, a priori, la région a décidé d'équiper toutes les secondes, toutes formations confondues, d'un ordinateur. Ah. D'après ce que j'ai entendu. D'accord. Voilà, c'est un projet. Donc, l'équipement serait plutôt de l'ordre d'un PC, d'un PC portable ou d'une tablette. À l'extrême limite, je dirais qu'en marchandisage visuel, on peut se contenter d'une tablette pour travailler en termes de recherche documentaire, etc. Alors, est-ce suffisant pour faire de la 3D? Certainement pas, mais ça peut être pour, je dirais, une seconde, largement suffisant pour un travail personnel. Voilà. Ok, merci à vous. Donc, il n'y a pas de souci de marque là-dessus. Très bien. Autre question sur une passerelle possible entre seconde générale vers bac pro. Alors, étant donné la grosse quotité horaire d'enseignement professionnel et artistique dès la classe de seconde, il semble difficile pour un élève qui ait fait une seconde générale d'intégrer un bac pro en première. Il peut redémarrer une seconde bac pro, mais le bac pro étant délivré avec 22 semaines de stage effectués en entreprise, sachant qu'il y a déjà 4 ou 5 semaines en seconde, voilà, la passerelle semble peu envisageable d'une seconde à une première. C'est vraiment exceptionnel. Oui. Il faut dans ce cas-là, qu'on ait une place de libre en première, c'est-à-dire un désistement en seconde, pour étudier ce genre de cas. C'est vraiment très exceptionnel. Et ça veut dire aussi que la personne qui intègre la première doit récupérer les périodes de stage manquantes. Voilà. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? J'ai encore une main de levée, mais c'est peut-être Madame Desmar. Oui, là, j'ai pas d'autres questions. Ça y est? Non? Non, on n'a pas d'autres questions pour le moment.
On a fait le tour en termes de débouchés, de poursuite d'études, de contenu, une formation. De qualité requise, bon bah voilà, hein, on a parlé aussi. Plus vous connaissez le métier, meilleur sera, je dirais, la motivation. Alors, d'habitude, on fait des immersions dans l'établissement, mais étant donné la situation sanitaire, pour l'instant, la chose n'est pas possible. Parce que la question a été posée ce matin, donc j'en profite pour redonner la réponse. Et autrement, concernant le recrutement et les demandes d'inscription, donc on vous redirige vers le site de la Jolivrie. Hein. Vous avez aujourd'hui des webinaires justement sur des questions d'ordre général et où vous avez toutes les informations sur les dates de remise des dossiers et leur contenu. Je vais vous remettre la vidéo, histoire de provoquer peut-être des questions. Excusez-moi, je me suis absenté 2 secondes. Après l'inscription, Oui. il y a un entretien individuel avec l'enfant, enfin l'élève, pardon. Alors, ça va dépendre de la situation sanitaire. Mais par conf call Alors, peut-être via visio. Pour l'instant, on n'a pas pris de décision là-dessus. En règle générale, après sélection, il y a un entretien avec des tests. Et ensuite, vous avez les choix qui sont opérés. Cette année, c'est difficile d'anticiper l'organisation. Vous avez un dossier à envoyer pour l'instant avec des travaux. Hein. Les travaux, c'est surtout montrer des aptitudes, hein, et non des maîtrises abouties. Mais si votre enfant suit des cours d'art plastique ou a une pratique personnelle, qu'elle soit en 2D ou en 3D d'ailleurs, hein, ça peut être volumique, hein, ça peut être du montage vidéo, ça peut être tout ce qui peut être dans le domaine de la création, il ne faut pas hésiter à le mettre dans le book. Voilà. Ok. En format électronique Soit imprimé, soit en format électronique. D'une manière plus traditionnelle, ça sera mieux. Maintenant, s'il y a de la vidéo, vous pouvez aussi faire un lien vers un hébergement à la rigueur que vous pouvez avoir sur le web, par exemple. Donc là, j'ai une question sur une jeune fille qui ne serait pas sûre de son choix. Est-ce qu'on lui conseillerait comme option en seconde générale, je serais tentée de dire une option liée aux arts. Mais voilà, c'est pas un gage non plus d'être accepté après une seconde, même avec cette option. Puisqu'on l'a dit, nous, on a 18 élèves dans la section en seconde. Et donc, normalement, ils suivent tous en première. Donc, on n'acceptera personne de plus si on n'a pas de place de libérer. Je crois qu'il faut être clair. Si vous avez la capacité d'aller en seconde et de poursuivre les études jusqu'au bac, allez-y jusqu'au bac. Hein, puisque maintenant, avec les nouvelles réformes, l'enseignement supérieur dans les arts appliqués est entièrement ouvert à n'importe quel type de bac. Voilà. Hein, en DNMAD, on recrute des gens qui ont des expériences dans les arts appliqués, des bacs pro, des STD2A, mais aussi des bacs généraux. Hein, ça ne pose aucun problème à l'heure actuelle. Il n'y a plus de mise à niveau comme ça existait pour les BTS. Donc, quand on a la possibilité de faire un bac général, je ne saurais trop le conseiller de poursuivre vers un bac général. Voilà. Ça permet en plus d'affiner son esprit d'analyse et puis peut-être de découvrir avec la maturité d'autres champs d'études qui pourraient être intéressants.
Donc là, on revoit les petites vitrines miniatures donc sur le voyage de l'an dernier à Munich. Hein. Donc tous nos voyages, bien sûr, à l'étranger ont un but pédagogique avec des visites liées à l'art, à l'histoire et à la culture au sens large. Et donnent souvent lieu à des travaux pédagogiques dans les différentes matières des professeurs qui interviennent. Oui, il y a souvent une exploitation avant. Là, en l'occurrence, les petites installations sur Munich ont été faites avant le voyage. Et après, il y a exploitation après le voyage, sous la forme parfois de carnet de voyage, de carnet de croquis, suivant les sections. Donc là-dessus, on essaye d'utiliser pleinement ces expériences. Oui, c'est pas un voyage d'agrément, c'est agréable aussi, certes, mais voilà, ça a vraiment une visée pour travailler avant et après en classe. Et il y a d'autres propositions aussi de voyages plus lointains qui sont aussi proposés aux élèves, mais sur la base du volontariat, parce que les coûts là peuvent être importants. Hein. L'année dernière, il y a eu un voyage au Japon, quoi. On a une tradition de voyage au Japon, mais il y a un voyage au Japon qui a été proposé et qui est proposé aux gens de Bac Pro, de STD dans notre établissement. Il y aura certainement d'autres projets de voyage, évidemment quand les conditions nous le permettront, dans d'autres pays. Hein, il nous arrive aussi de faire des propositions aussi d'échanges avec d'autres pays sur des durées limitées, comme un semestre, où on a des élèves qui, en Bac Pro, ont fait un semestre, par exemple, au Canada. Il y a des échanges parfois possibles qui sont parfaitement acceptés dans notre organisation. Bien. Est-ce que l'on a répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous seraient venues lors de cette réunion? Une dernière petite question, Oui. enfin dernière pour nous. Accompagnement personnalisé, ça regroupe? Alors, c'est très variable. Hein. C'est un quota horaire donc, qui fait partie de l'emploi du temps hebdomadaire, mais qui peut être utilisé différemment, regrouper différentes matières. Ça peut être parfois de l'anglais pour les faire travailler plus individuellement à l'oral. Ça peut être du français pour mener à bien la réalisation d'un CV, par exemple, en seconde. Ça peut être un accompagnement pour les aider dans leur recherche de stage avec la rédaction d'un CV ou des entraînements aux entretiens téléphoniques. Voilà, c'est une plage horaire où on peut se permettre de convoquer des petits groupes d'élèves pour des besoins plus particuliers que les enseignements généraux classiques. Lors de la présentation du directeur adjoint, une question avait été posée sur le PAP. Le PAP visiblement peut être mis en place aussi dans le cadre du bac professionnel. Oui, alors bien sûr, on étudie les demandes de PAP quand elles sont déjà mises en place au collège et que la famille et l'élève souhaitent continuer. Maintenant, on peut aussi voir avec la famille et l'élève si vraiment ils souhaitent continuer ou si le fait de se trouver dans une voie professionnelle l'a conforté, lui a donné confiance et se sent plus à même de continuer sans ce PAP. Mais voilà, les demandes sont toujours, bien sûr, prises en compte et évaluées par l'équipe pédagogique. Ok. Les PAP doivent être renouvelés chaque année. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc les procédures de PAP, évidemment, on les étudie chaque année. Ok. Au cas par cas, et bon, on le fait. Une dernière chose, pour rentrer dans cette section, il faut quand même ne pas avoir de problème visuel, c'est-à-dire de ne pas avoir de problème de daltonisme ou d'appréhension de l'espace volumique. Voilà, ça peut être un frein, je dirais, à l'acceptation dans ce type de section et à la réussite aussi du diplôme. Voilà. Bon, bah sur ce, je crois qu'on va terminer notre session. Si nous n'avons plus de questions, on va clôturer cette session d'information.
Voilà, mais écoutez, on vous remercie de votre visite et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.